La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'OVNI. Cette semaine, nous vous faisons découvrir en exclusivité 5 conférences qui se sont déroulées dans le cadre de l'événement Zero to One à Nantes les 28 et 29 janvier 2026. Grâce aux organisateurs, notamment H7 et Ici Lundi, nous avons la possibilité de vous faire découvrir des parcours inspirants de fondateurs, de fondatrices, de C-level, de corporate, d'entrepreneurs, bref, tous ceux qui ont effectué ce passage de 0 à 1. Bonjour à tous, je suis Claire Breton, je suis la cofondatrice d'Underdeck. Je suis ravie de vous retrouver cette année. L'année dernière, j'étais à cette place-là. Et pour la première fois, je vais animer un interview, une table ronde. Et pour première invitée, j'aurais pas pu rêver mieux puisque aujourd'hui, on reçoit Cyril Chiche, donc cofondateur et CEO de Lydia et Soumeria. En préparant cette interview, Cyril, on a parlé d'un super texte de Nicolas Dufour qui parle de courage, d'audace, de culot et qui, je cite, dit « Le culot, c'est la disposition à prendre le risque de plus. C'est le moment où je suis le plus extraordinairement vivant. » Et c'est exactement ce que tu as fait. Tout le monde ici connaît Lydia, c'est devenu une expression courante. Je te fais un Lydia, j'en ai encore fait un hier soir. Et pourtant, en 2024, tu décides de scinder la marque en deux. Lydia d'un côté, Soumeria de l'autre. Donc, tu vas nous raconter tout ça. Une opération chirurgicale à cœur ouvert sur 4 millions d'utilisateurs. Donc, c'est assez passionnant. Et on va voir ensemble pourquoi tu as fait ça, comment. Ma première question, tu m'as dit en 2018, Lydia, c'était une fusée. Enfin, tu m'as vraiment dit ça. Tu as même eu la reconnaissance de la boîte de tes rêves. C'était le CPO de PayPal qui disait, je cite, parce que c'est un des plus gros achievements que tu as eu, je crois, qui dit quand je veux faire chier mes designers et leur faire comprendre ce que c'est le design ultime, je leur dis de regarder Lydia. Donc, c'est un gros achievement. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as voulu toucher à cette fusée-là et qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pourquoi tu as voulu faire ça? Inconscience sans doute, oui, par masochisme plus que par sadisme. La réalité, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses tout court et pourquoi est-ce qu'on a fait Lydia? Parce que finalement, c'est cette même énergie qui nous guide dans tous nos pas, ceux qui sont des réussites, ceux qui en sont moins. Et c'est finalement que la continuation de cette même recherche. Quand on crée Lydia en 2011, l'entreprise, le produit sera lancé en juillet 2013, mais on a créé l'entreprise 2 ans et demi avant. Notre ambition, c'est de faire en sorte que le paiement devienne quelque chose extrêmement simple, aussi simple que quand je le faisais avec du cash. Avec les histoires de monnaie en moins. Encore plus simple, finalement, et avec le problème de la proximité en moins. Finalement, la simplicité du cash, parce que le cash, c'est ce qu'il y a de plus intuitif ou de plus profond en nous culturellement, avec la puissance de la toute dernière technologie, l'Internet mobile. Quand on crée Lydia, l'Apple App Store a 1 an. Donc c'est tout nouveau de faire des applications pour des mobiles. Aujourd'hui, évidemment, c'est presque dépassé. Mais à l'époque, personne ne payait avec son mobile. Il faut se dire que vraiment, on a fait payer les Français, utiliser leur mobile aux Français pour payer. Lydia, une boîte qui n'existait pas, 2 mecs qui se connaissaient pas, qui connaissaient rien au paiement, et qui se disent, tiens, on va faire un système de paiement avec le téléphone. Déjà, l'arrogance ou la stupidité du truc. On a eu la chance, on n'a pas été puni pour ça, mais quand même. On n'avait pas d'entreprise, on n'avait pas de clients, on n'avait pas de marque, on n'avait pas de compétences sur le sujet, on n'avait pas d'argent, on n'avait même pas on se connaissait pas, quoi, voilà. On a gagné un concours de circonstances. Et donc cette volonté farouche de mettre la technologie au service de la simplification des services financiers bancaires, c'est ça qui nous anime. Et donc une fois qu'on a craqué le truc de paiement entre amis avec Lydia, et honnêtement on l'a craqué assez tôt, puisque fin 2015, cette fameuse expression « je te fais un Lydia » qui a été pour nous le moment où on a compris que ça y était,
On avait touché le Graal, pas le Graal d'un point de vue business, parce qu'on facturait 0, donc c'était, en termes de revenus, c'était assez loin du Graal. Ne parlons pas de la marge ou du résultat net. Là, on était carrément, voilà, à la recherche, quoi. On partait pas avec les meilleurs atouts pour trouver. Sans revenu, c'est pas facile de faire de la profit, quoi, ouais. Mais la détermination était sans faille. Et cette volonté qui nous animait de transformer la vie financière des Français pour qu'elle devienne plus en ligne avec le reste de ce qu'ils vivaient au quotidien, c'est ça qui a fait Lydia et c'est ça qui a fait tout ce qu'on a fait par la suite. Et donc, quand on a craqué ce truc de paiement entre amis, on s'est dit: «OK, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans ce chemin-là?» Et on a essayé beaucoup de choses. À un moment, on avait fait quelque chose qui s'appelait Le Marché by Lydia, qui était une marketplace de 28 produits à l'intérieur de Lydia. On en a gardé 2. Mais en fait, on est vraiment là-dedans. Et ce qui va arriver dans les jours prochains en annonce que, évidemment, je n'aurai pas l'élégance de vous dévoiler ici, parce que sinon, bah, ça sera plus des annonces dans les jours prochains, ce sera une annonce aujourd'hui, parce que je suis sûr qu'il y a des balances dans cette salle. Et des balances qui, en plus, ont des comptes de réseaux sociaux. Mais c'est les pires, celles-là. Et donc, du coup, voilà, je vais pas en parler, mais vous le verrez dans la presse dans quelques jours. En fait, on a cette obsession de rendre les choses, de l'argent, qui sont des sujets extrêmement anxiogènes. On le sait pas, mais et c'est encore plus vrai bizarrement chez les jeunes, où on pourrait se dire que finalement on a une certaine insouciance. Non. En France, 22% des Français sont à découvert tous les mois. Tous les mois. Et chez les jeunes entre 18 et 30 ans, c'est 35% à découvert tous les mois. Et comme ça suffit pas, c'est en moyenne à partir du 16. Donc, je sais pas pour ceux qui sont à découvert, même pas tous les mois, ou qui ont déjà été à découvert une fois le 16 du mois. Je sais pas si vous voyez le niveau de pression, de charge mentale et d'anxiété que ça génère. Quand c'est tous les mois, c'est impossible d'avoir une relation saine avec ce sujet-là. Bien sûr qu'il y a des raisons qui sont liées à l'éducation financière qui n'existe pas. Bien sûr qu'il y a des raisons liées à ce tabou judéo-chrétien qu'est l'argent. Bien sûr. Mais à la fin de la journée, on s'en fout de pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus comme ça, pour qu'on retrouve une relation normale avec cet outil-là, quoi. Voilà. Et donc c'est ça qui nous anime et c'est ça qui a fait qu'à un moment, on avait réussi à faire cette chose de plus qui était vraiment bien et qui commençait à émerger de manière forte dans Lydia, qui était le compte courant, et qu'on s'est dit, pour garder l'expérience la plus parfaite pour chacun des 2 sujets, on ne peut plus les laisser ensemble. Ils se gênent sur la home page de l'application pour commencer, mais partout ailleurs. Et donc, il faut les séparer. Et oui, c'était une opération à cœur ouvert qui n'était pas facile. Et donc, à ce moment-là, Lydia compte 4 millions d'utilisateurs, je crois, et 1 million de comptes courants. Et tu as 2 choix qui s'offrent à toi. Soit tu sors le compte courant de Lydia, mais là, tu bloques les accès d'1 million de Français à leur compte, ce qui, heureusement, tu n'as pas le droit de faire. Tu vas en prison. Ouais. Donc, c'est un choix assez facile à prendre. Et l'autre choix, c'est tu gardes le compte courant, tu renommes Lydia Soumeria et tu recrées Lydia from scratch. Et donc, il faut que tu retrouves ces 4 millions d'utilisateurs. Et là aussi, c'est un choix assez facile à ne pas faire. Et du coup, tu fais le choix numéro 2. Est-ce que tu peux aller en prison. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe à ce moment-là, comment tes utilisateurs réagissent, comment ton board te suit ou pas, enfin, comment ça se passe? Alors d'abord, il faut savoir que c'est pas des décisions qu'on prend sur des coups de tête, d'accord? C'est une décision qu'on a mûrie depuis 2018. Parce qu'appuyer sur un bouton comme ça, disons que c'est pas de gaieté de cœur, quoi. Parce que dès le premier jour, on savait très bien que ça allait pas se passer bien, quoi. C'est entendu. On a créé une marque qui est devenue un nom commun. L'attachement à la marque et la reconnaissance de marque est folle. Et si tu regardes les commentaires sur le design de l'app, sur la simplicité d'utilisation, ça a transformé ma vie, je me dispute plus avec mes potes, blabla, je t'en passe, c'est des meilleurs.
c'est, je sais pas, 10 ans de run dans le bonheur. À part pour la marge nette, tous ces trucs-là dont on a déjà parlé, entendu. Mais pour autant, tu sais toujours, quand tu crées des services comme ça, que tu les crées pour les power users. Parce que les power users ouvrent la voie. C'est eux qui en ont le plus besoin, c'est eux qui l'utilisent le plus, le mieux, et c'est eux qui en tirent le plus grand bénéfice. Et donc, c'est eux que tu dois servir en premier. Si tu les sers bien eux, normalement, tu vas bien servir tout le monde. Parce que c'est aussi les plus exigeants. Et donc, on voit bien que plus le compte courant commence à monter en nombre de clients, plus des gens commencent à s'en servir de manière vraiment comme compte primaire, ils recevoir leur salaire, et plus on reçoit des signaux qui sont: pourquoi est-ce que tu viens m'emmerder avec tes trucs bancaires dans cette application qui était parfaite, qui était Lydia? Et à l'inverse, sur le côté bancaire, pourquoi est-ce que tu continues à me mettre ce bouton envoyer, recevoir au milieu de la homepage de ma banque? Je comprends rien. En fait, tout ça me complique la vie. En fait, c'est confus. Or, nous, notre ADN, c'est justement d'enlever la confusion, de rendre les choses simples. Le je te fais un Lydia, c'est on passe de donne-moi ton IBAN, je t'ajoute comme bénéficiaire, on attend 24 heures, puis je t'envoie l'argent, on attend encore 48 heures, tu reçois l'argent, donne-moi ton 06, voilà, c'est fait. Ok. Clairement, l'interface de cette app est un bijou. C'est ce que disait le mec de PayPal. C'est une app qui est fond bleu, et tout de suite, tu tapes le montant. Genre, t'es vraiment dans l'action à la première seconde, mais très peu de gens ouvrent leur app bancaire pour commencer à faire une action et taper un montant. C'est très rare de taper un montant dans son app bancaire, d'ailleurs, il n'y a pas d'endroit pour le taper, à part pour faire un virement, mais on sait bien que la consultation est un élément. Et donc, on n'a plus le choix, si on veut vraiment assumer ce choix de dire, OK, le compte primaire de la génération Z, ça doit être nous, alors il faut séparer les apps. Il faut le faire, et oui, on en discute et on rediscute, et c'est une décision qui est difficile à prendre, mais à la fin, en 2023, au début 2023, on se met d'accord avec le board, et évidemment, à partir du moment où on appuie sur le bouton, ça déroule. On n'a pas on sait qu'on fait ça pour les bonnes raisons. Le truc, on l'a mûri 50 000 fois, donc c'est OK. Et donc, on le fait, et on sait très bien qu'il va y avoir des problèmes, parce que, comme on a choisi le chemin 2 pour pas aller en prison, du jour au lendemain, il y a des gens qui, qu'importe le nombre de communications qu'on a fait, qu'importe le nombre d'articles de presse qu'on a eu, qu'importe tout ce que tu peux faire, ils n'ont pas lu. Ils t'utilisent pas tous les jours, ils s'en foutent. Et là, du jour au lendemain, ils vont regarder leur téléphone et ils trouvent plus Lydia. Et à la place, ils voient un truc vert où il y a écrit Sumeria. Quand ils cliquent dessus, ça aurait pu être la même chose dedans, juste on a changé le nom. Aucun rapport. OK. Donc, il y a 10% de gens qui s'en agacent. Je dis 10% parce que je veux croire que c'est pas plus. Que les autres ont lu, qu'ils ont compris, et dans ces 10% de gens qui s'en agacent, et j'adore Clara Chapas, donc je me permets de dire la remarque qu'elle m'a fait alors qu'elle était à l'époque ministre du numérique, et c'est vraiment une pote, donc y a pas de... Elle m'envoie un message avec la capture d'écran et elle me dit « You screwed up my color-coded homepage ». Je savais même pas que des gens faisaient ça, moi. Des oeufs. C'est pas contre toi. OK. Et là, donc les 10% qui s'en plaignent de manière assez vocale, bon, c'est 50 000 personnes quand même, quoi. Je sais pas si tu vois 50 000 personnes qui se plaignent de manière vocale d'un truc en mode c'était mieux avant, c'est qui ces abrutis qui ont fait ça, virez-moi ce con de designer, je te passe les insultes dans toutes les langues de la planète et compagnie. Vraiment, il y a eu un impact fort sur les équipes. Je peux pas dire à quel point des gens chez nous ont souffert de ça. D'abord parce qu'on n'était pas habitués à ce genre de situation, on a toujours eu que beaucoup d'amour, mais en plus parce que c'était injuste. D'accord ? On a fait un truc bien pour toi. On t'a prévenu 20 fois. Il y a eu
197 articles de presse à la sortie de Sumeria qui expliquaient ce truc-là. Et à la fin, tu es en train de dire il faut virer le mec qui a fait l'application que tu as adulée il y a 5 minutes. Donc c'est injuste. Et il y a des gens qui franchement, qui pleuraient au bureau. C'était moche. Parce que c'était injuste. Pas parce qu'ils pouvaient pas comprendre d'avoir des critiques. Des critiques, t'en as toujours. Parfois, tu fais des conneries, tu fais des mauvais choix techniques, tu fais des mauvais choix de design, tu fais un bug. C'est entendable. Mais quand c'est injuste, c'est dur. Vraiment, c'est dur. Et donc, il y a eu de la souffrance à ce moment-là. C'était pas facile. Mais on savait qu'on le faisait pour les bonnes raisons. Et, bien sûr, ça a pris un peu de temps parce que, aussi, dès que ça commence à crier, il y a plein de gens qui veulent en être, quoi. Il n'y a pas mieux que de crier avec les loups. Ça, c'est quand même une activité assez sympa. Ça risque rien, quoi. Je m'expose pas. C'est bien. Et donc, on a eu ça. Après, a duré quelques mois. Et puis, petit à petit, ça s'apaise parce que tu peux pas dire quoi? Qu'est-ce que c'est que cette énorme surprise 9 mois après? Tu vois, là, t'es plus avec les loups, t'es avec les fous. C'est notre histoire. Et donc, tu veux pas en être là, tu t'exposes. Et donc, ça a bien sûr baissé. Et finalement, les bonnes raisons pour lesquelles on l'a fait ont pris le dessus. Et les notes sur les stores sont très élevées. On n'a jamais baissé là-dedans. Les volumes de transactions, les volumes d'activité, les nouveaux clients. Bon, voilà, aujourd'hui, on est dans une situation où sur Lydia, on a à peu près un peu plus de 5 millions et sur Sumeria, on a 2,3 millions. Je pense que ça fait de nous le 3e compte bancaire en ligne en France pour un truc qui a été lancé en 2024. Il y a pire comme échec. Il y a des choses que tu aurais fait différemment avec le Ah recul? ouais. Ah ouais. Et si je vous dis que c'est un crève-cœur pour moi en tant que citoyen. Parce que effectivement, on a fait beaucoup de communication en interne dans l'app, des newsletters plusieurs fois, parce que un mois avant de faire cette transformation, on avait relancé sur le côté Lydia et on avait appelé Lydia Compte. Et donc pendant ce mois-là, on a vraiment communiqué, et puis après on a communiqué pour la sortie de Sumeria. Et on avait fait la plus belle conférence de presse de l'histoire de la boîte. Salon des Aigles au Crillon. Des Princes. Pourquoi? On voulait faire les banquets, il fallait que ça claque. Ok, donc là, on était costumes croisés. Bon. On a invité les journalistes les plus économiques de France qui suivent les banques. Ils étaient contents. Nous-mêmes, on était vraiment, on en était. Bon. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on aurait mieux fait d'inviter 3 gros influenceurs que ces 197 articles de presse qui finalement ont généré quand même ces 500 000 personnes qui n'avaient pas vu, puis 50 000 qui s'en sont ouvertement plaints, et je t'en passe et des meilleurs. Donc, on aurait dû parler par des autres canaux de communication qui étaient moins institutionnels, mais qui étaient plus masse. Et là, c'était clairement une erreur de casting. Mais ça dit aussi de l'état de la presse et de son impact. Parce qu'on a eu des articles. Non, on a eu des articles. Quand même, il faut savoir, Sumeria, c'est un truc révolutionnaire. C'est un compte courant rémunéré en France. Ok, ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans que les banques gagnent de l'argent avec votre argent qu'elles ne partagent pas avec vous. C'est quoi cette histoire? Et attention, dans plein d'autres pays autour de nous, ils partagent. Juste ici, y compris des banques françaises qui partagent à l'étranger. C'est génial. Parce que c'est les règles de marché là-bas. Et donc, nous, on remet ça l'église au milieu du village. On partage avec les gens. C'est normal, c'est leur argent qui est rémunéré. Ok. Donc, on a eu une bonne couverture presse avec ça. On pensait que ça ferait l'affaire. Non. On aurait mieux fait de faire, franchement, 3 ou 4 gros influenceurs réseaux sociaux. Ça aurait eu un impact beaucoup. On aurait fait un Hugo Décrypte, ça aurait fait marcher mieux. C'est désolé pour les autres. Et donc, tu lances cette transition massive donc, vers Sumeria, tu relances Lydia, et là, tu as boomerang de la législation qui revient. Il y a une loi anti-blanchiment qui passe et qui t'oblige à vérifier l'identité de tes millions d'utilisateurs Lydia. Et à partir de ce moment-là, tu passes du meilleur pote qui t'aide à rembourser les tiens à ton pire ennemi parce que tu me demandes des informations que j'ai pas sur moi juste pour rembourser mes potes. Là aussi, tu te prends un petit tollé, tu te prends plein de remarques négatives. Comment tu gères ça? Tu parles même d'insultes dans notre préparation. Comment tu gères ça et est-ce que tu commences à douter à ce moment-là? Alors, d'abord, t'as pas le choix. D'accord?
Tu le fais ou il y a quelqu'un qui va venir éteindre la lumière dans la pièce. Donc bon, c'est le choix d'avoir fait une activité dans un secteur régulé. Il faut se conformer à la réglementation, c'est comme ça. Et cette réglementation est un changement profond de doctrine. Donc cette réglementation, c'est la réglementation sur la lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, qui jusqu'à présent a toujours été réglée sur une approche par les risques. Donc avant, on pouvait envoyer 1 000 € tous les 30 jours sans que on ait besoin de vérifier son identité. Puis c'est descendu à 500, puis à 250, puis à 150. Bon, ok, franchement, les mecs qui font du blanchiment à un coût de 87 € par mois, je sais pas qui c'est, mais Et quel terrorisme peuvent-ils bien financer, quoi. Ou alors ils sont 52 000, ils se mettent en réseau. Enfin, ça relève de... Mais il y a quelqu'un quelque part qui décide que non, on va changer ça. Donc en plus de cette approche par les risques, qui est la loi européenne, le législateur français rajoute, et dans tous les cas, au bout de 13 mois, il faudra vérifier l'identité ou fermer le compte. Sauf que nous, on a des millions et des millions et des millions de comptes qui utilisent l'application depuis des années sans qu'on leur ait jamais rien demandé parce qu'ils le font pour des petits volumes occasionnellement. Et soudainement, on leur dit ou tu vérifies ton identité ou dans 2 mois, je ferme ton compte. T'es pas le mec qui vient de déjà me changer mon application sans rien me dire? Non, je te l'ai dit. Non, tu me l'as pas dit. Bon, ok, bon, je te l'ai pas dit. Oui, c'est moi. Et donc, effectivement, à un moment où la relation commence à se tendre très sérieusement. Mais que veux-tu? C'est pour le bien du pays, quoi. Hein. Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Est-ce qu'on peut s'opposer à un tel dessein? Ce serait vraiment un crime national. Donc oui, on le fait. Et oui, il y a plein de gens qui nous disent « Je m'en fous, je le fais pas ». Pourquoi? Parce qu'ils sentent que... Enfin, leur sentiment, c'est que c'est illégitime de leur demander ça. Pourquoi? Parce que la réglementation bancaire, c'est pas leur sujet, quoi. Et nous, on a tout fait pour les éloigner de ce truc-là, pour être dans l'abstraction par rapport à toutes ces problématiques bancaires. Mais là, on peut pas y échapper. Et donc, on a fermé 3 millions de comptes. Ok. Bon, juste pour info, ça nous a coûté une affaire de 17 millions pour le faire. En plus d'avoir perdu des millions de clients qu'on s'était battus pour gagner. Ça n'a pas hyper réjoui nos actionnaires. Et nous-mêmes, ça nous a occupés pendant 9 mois quasiment à fond, ne serait-ce que pour répondre aux gens qui... Et tu sais, quand tu es dans une relation qui vire un peu vinaigre, parfois tu as vraiment des réactions qui sont un peu compliquées. Donc, je sais pas, tu disais des insultes, oui, il y a eu ça, mais il y a eu des trucs plus embêtants d'un point de vue de la réglementation bancaire. Il y a des gens qui se disent, on leur dit, bah voilà, il y a 8 € sur votre compte, merci de vérifier votre identité, et si vous voulez ensuite, vous pourrez les virer, nanana. Et là, il dit, bah non, gardez-les. Et on les met où? Bon, bah, t'es obligé de garder le compte ouvert pendant 10 ans et ensuite l'envoyer à la caisse des dépôts et consignations. Ok. Bon, bah, ça coûte pas 0 de gérer des comptes. Hein. Donc, t'as perdu un client, tu t'es disputé, t'as pris un bad buzz, ça t'a coûté des millions d'euros et ça va te coûter encore pendant 10 ans pour finalement envoyer l'argent à la caisse des dépôts et consignations. Franchement, on aurait mieux fait de faire des croquettes pour chiens. Hein. On savait pas dans quoi on s'embarquait, c'est ça la vérité. Mais bon, c'est comme ça. En fait, il y a des sujets sur lesquels tu peux pas négocier, il y a pas de discussion à avoir. Il faut juste exécuter. Mais c'est vrai que ça c'est tombé concomitamment au truc. Et oui, ça a créé pas mal de frictions. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi les chiffres de Lydia et Sumeria? Aujourd'hui, 5 millions sur Lydia, 2,3 millions sur Sumeria. C'est des belles machines. Tu te rémunères comment sur Lydia? Sur Lydia, alors Lydia, c'est rigolo parce que Lydia, pendant des années, sa rémunération, c'était 0, on en a parlé, c'était facile. Et puis, petit à petit, on a quand même introduit des frais sur les cagnottes. Et les cagnottes ont rendu, depuis l'année dernière, Lydia rentable. Donc ça, c'est cool. Même si on prend pas dedans les coûts des fonctions transverses, donc RH, finance, légal, toutes ces choses-là, mais sur la partie opérationnelle qui inclut le produit, les développeurs, le support client qui va avec Lydia, c'est maintenant rentable, donc ça c'est une bonne chose. Mais évidemment, c'est une part assez faible de nos revenus. Ce qui est bien avec Lydia, c'est que plus tu as de clients et moins ça coûte cher de faire les transactions.
pas par des effets de volume parce que tu as des meilleurs discounts avec tes partenaires. Non, c'est parce qu'en fait, l'argent reste sur la plateforme et quand il va d'un compte à un compte, ça coûte 0. Ce qui coûte cher, c'est quand il rentre par un biais externe, notamment par des cartes, ou quand il sort. Là, il y a des coûts. Mais quand ça tourne dans la plateforme, et donc plus tu as de clients qui ont des fonds sur Lydia et qui se font bouger de l'argent à l'intérieur, et plus ton coût par transaction, plus ton coût par client est faible. Et donc, évidemment, ça rend la chose plus facile à être rentable au bout d'un moment. Encore faut-il facturer quelque chose. Pour Sumeria, donc là, bon, on a des abonnements, des frais liés à certaines opérations. Par exemple, quand tu retires de l'argent au-delà d'un certain montant, voilà, des choses comme ça. Et donc ça, c'est une opération qui est, aujourd'hui, on est en phase d'investissement, mais c'est une opération qui est assez naturellement amenée à être rentable vite. Et donc, on estime que ça va être rentable cette année. Donc voilà, 2 ans après son lancement. On a vu, bon, Lydia, c'était plutôt une affaire de 12 ans, quoi. Tu parles souvent de retour à l'essentiel et tu m'as dit une phrase qui m'a assez marquée pendant la préparation, c'est que la création de Lydia, c'est 6 jours avec le crayon et 5 ans avec la gomme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, ce que tu veux dire par là et comment tu entretiens cette culture de pas lancer 10 000 trucs ou en tout cas de toujours focus sur l'essentiel? Alors non, on lance 10 000 trucs malheureusement, mais ensuite on les gomme pendant longtemps. Et donc le ratio reste vrai, mais pour autant à une échelle d'itération folle. On est vraiment... l'entreprise est une machine extraordinaire à itérer. On est dans un mode extrêmement frugal parce qu'on a commencé pendant des années où il n'y avait pas d'argent en France et que nous, on n'en avait pas. Donc, et ensuite, ça a toujours été comme ça. On a gardé ce truc-là. Donc, ces process et outils plus que rajouter des gens à l'infini. Donc, on essaye effectivement d'aller à l'essentiel, de servir le propos de la manière la plus efficace, mais aussi la plus légère possible. Et donc, comme évidemment, le centre de notre attention, c'est l'expérience de nos clients. L'expérience, l'objectif ultime de l'expérience, c'est 0 friction. La probabilité que tu tombes dessus au premier jet, c'est moins que gagner à l'euro-million 3 fois d'affilée. Et je crois que c'est pas arrivé pour l'instant que des gens aient gagné à l'euro-million 3 fois d'affilée. Donc, on est à peu près dans ce genre de probabilité-là. Donc, forcément, tu fais le mieux possible en faisant beaucoup d'user interviews. On a la chance d'avoir beaucoup de contacts, même physiques, avec nos clients tous les jours sur les campus étudiants, mais aussi on a, de manière assez anecdotique, ouvert un coffee shop à Paris où on a des gens qui viennent et qui en discutent. On a besoin de ça, on fait beaucoup d'user interviews par ailleurs, et l'idée, c'est effectivement de lancer une V1 qui est déjà très travaillée. Mais bon, il va y avoir des centaines d'itérations derrière. Ces centaines d'itérations, c'est très rare qu'on rajoute quelque chose. La plupart du temps, on gomme des frictions, on gomme des choses qu'on a voulu rajouter en se disant « Ah, si on mettait ça en plus, ça serait bien ». En fait, on se rend compte que c'est pas essentiel et que ça crée de la confusion. Et en fait, le pire ennemi qu'on peut avoir, c'est nous-mêmes en voulant rajouter ou en créant des choses qui créent de la confusion. Parce que notre métier n'est pas de manipuler de l'argent. Notre métier, c'est la confiance. Et ça, c'est une chose qui est très claire dans notre tête depuis la première seconde. Pourquoi ? Si je te fais un Lydia de 20 € et que tu reçois 20,12 €, pendant 4 secondes, tu vas te dire « Trop bien, j'ai gagné 12 centimes sans rien faire ». Moi, j'ai été débité de 20 €, donc je suis pas malheureux non plus. Dans les 4 secondes qui suivent, tu vas dire « J'utiliserai jamais ce truc-là ». Pourquoi ? Bah là, c'est 12 centimes de plus, la prochaine fois, on va savoir ce que ça va être. Et donc, on a une obligation de faire les choses parfaitement des milliards de fois par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis le premier jour. Et on le sait depuis le premier jour. Et donc, tu peux pas déroger à ça. Le jour où tu déroges à ça, tu fermes la boutique. Et donc, on a cette obsession du aucune confusion, aucune friction, rien qui puisse venir heurter la confiance. Ça va jusque dans la manière d'écrire à nos clients. Évidemment, c'est pas que de la tech ou du design.
te donne pour illustrer ça. Et j'utilise souvent ma mère comme exemple parce qu'elle a le bon goût de m'appeler chaque fois qu'on fait quelque chose. Elle utilise l'app à fond. Ah, Cyril, vous avez changé ça? Non, 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 ouais. Bon. Donc, parlons pas de ma mère. C'est trop long. On a plus C'était pas au on programme. a plus qu'une minute. Non, mais c'est ma mère. Tu peux parler une année. Pourquoi on est dans cette situation où tu peux vraiment perdre la confiance de ton client, même si tu fais les choses bien. Donc, admettons que tu reçois sur un compte qui n'a pas l'habitude de recevoir ce genre de somme, une somme de 17 000 € d'un compte qui est un compte qui n'est pas au nom de ton client. OK. Et qui n'est pas non plus son salaire, tu vois, c'est pas une somme habituelle. OK. L'obligation que tu as, c'est la vigilance sur les opérations qu'on appelle atypiques. Atypique n'est pas une valeur absolue. Atypique, c'est en fonction du fonctionnement de ton compte habituel. C'est atypique pour toi, pas atypique dans le monde. Et donc, tu te dois d'écrire à ton client pour lui demander d'où vient cet argent et quelle est la nature. OK. Et donc, tu peux faire comme les banques traditionnelles. Donc, elles bloquent les fonds, elles font leur enquête, elles t'écrivent pas. Et au bout d'un moment, ils le release ou ils te le donnent ou sinon ils te disent qu'il y a un problème. OK. Bon, on fait pas ça. Tu peux écrire à ton client et lui dire: «Voilà, cher client, dans le cadre de nos obligations de vigilance, pour la lutte contre le financement du terrorisme et de blanchiment d'argent, nous avons détecté une opération atypique. Est-ce que vous avez la gentillesse de bien vouloir nous donner telle information, telle information, telle information? Et du coup, votre argent est gelé pendant ce temps-là. Quand on aura toutes les informations nécessaires, bien sûr, on vous donnera accès à vos fonds». OK. Tu montres ça à un régulateur, à un avocat, à n'importe qui, dit franchement bravo. Vous écrivez aux clients, vous leur dites qu'est-ce qui se passe, vous leur donnez un délai, vous leur dites quoi faire. Franchement, c'est génial. Vous êtes poli et compagnie. OK. Si j'envoie ça, si ma mère elle reçoit ça, elle m'appelle, elle m'insulte. Pourquoi? Je dis quoi? Tu me soupçonnes d'être blanchiment d'argent? T'es complètement fou. Pourquoi tu fais ça? C'est ça la vérité. La vérité, c'est que le ressenti, donc on peut faire exactement la même chose en disant: une opération d'un montant important est arrivée sur votre compte et du coup, pour vous éviter tout problème, on veut s'assurer avec vous que c'est bien une opération normale. En fait, tu as fait la même chose. Tu as gelé l'argent, tu as fait ce que tu devais faire. Tu as gelé l'argent, tu as prévenu ton client, tu lui as dit qu'est-ce qu'il fallait faire pour débloquer l'argent. Juste, tu lui as pas donné le sentiment d'être un voleur de poule, quoi. Et ça, c'est une friction. Ça, c'est de la confiance. Et donc, ça va se nicher partout. C'est vraiment, c'est très exigeant que de gagner et de maintenir cette confiance. Mais en fait, si tu veux, et ce qui est notre ambition, être le compte primaire de la génération Z, mais t'as pas d'autre choix, quoi. C'est le minimum que tu dois exiger de toi-même. Parfait. Pour finir, est-ce que tu as un conseil pour tous les zero to one qui vont éclore de cette conférence? J'ai entendu Julien qui disait: «Allez-y, faites-vous confiance». Moi, j'ai envie de dire: n'y allez pas si vous doutez, ça va être tellement dur. Heu, mais la réalité, c'est que j'ai du mal à dire ça parce que c'est quand même une aventure extraordinaire. Mais ceux qui pensent que l'entrepreneuriat est cool, alors je vous en supplie, n'y allez pas. C'est un beau mot de la fin. Je pense qu'on fera plus jamais un Lydia comme avant. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Merci Claire.